Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mes très chers parents, j'espère que de là où vous êtes, vous allez bien, que vous reposez enfin en paix. Moi, ça va, je vais bien. Hamza, Abdelmonaïm, Yassine, Walid vont bien aussi. Ils continuent de se battre pour rester courageux. Le chemin est long. Il a été plus dur sans vous, mais nous sommes là malgré la douleur. Je m'appelle Kenza Isnasni. Mes parents ont été assassinés par notre voisin notoirement raciste et militant d'extrême droite un 7 mai 2002 à Schaerbeek, à Bruxelles, en Belgique. On a commencé à emménager dans cet immeuble qui était spacieux, donc en pleine crise du logement. On vivait vraiment à l'étroit, dans l'insalubrité. Puis on commençait à entendre parler de ce voisin. On nous a juste dit voilà, qu'il y avait un fou là qui vivait dans cet immeuble et sans plus. Il a fallu quelques mois pour s'apercevoir de qui il était réellement. Actif au sein d'un parti d'extrême droite qui s'appelait le Vlaams Blok à l'époque, qui est devenu le Vlaams Belang. Puis voilà, ça a été tous les jours en fait des insultes, des agressions, et ça s'est banalisé au fil du temps. Ce racisme qu'on rapporte souvent, qu'on vit dans la rue, nous on le vivait au quotidien, chez nous à la maison. Puis il y avait les élections en France où Le Pen n'est pas passé. D'ailleurs, c'est ce qu'il a déclaré dans le quartier. Puisque Le Pen n'est pas passé, ben on va s'occuper de ça nous-mêmes avec des kalachnikovs. C'est des témoignages qui me sont remontés, en fait. Et, il le dit la veille du drame dans le quartier. Il était 4 h du matin. Il entre dans notre appartement. Mes parents se lèvent à cette heure-là pour faire la prière. Mon père était déjà levé. Il avait aussi l'habitude de sortir à cette heure-là avec son chien et faire du bruit pour nous embêter, pour trouver une raison, en fait, d'être dans une confrontation, en fait. Et d'ailleurs, bon, il nous a plusieurs fois menacés avec une arme qu'il cachait dans un journal. Et ce jour-là, on s'est dit, il refait toujours la même chose. Donc mais cette fois-ci, il a vraiment forcé la porte et il a directement tiré sur mes parents. Il a commencé à mettre de l'essence partout et ça a commencé à prendre feu. Moi, j'étais dans ma chambre sur mon lit. Je suis restée figée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout se passait dans le noir, en fait. J'entends les coups de feu, puis la fumée qui commence à prendre dans l'étage. Mais j'ai entendu ma mère prononcer la shahada, en fait. Elle était en train de mourir, elle savait que c'était la fin pour elle. Et puis j'entendais des cris, mes petits frères, et moi je suis restée dans ma chambre, je me suis réfugiée dans le balcon. J'ai essayé de voir ce qui se passait, mais on ne voyait rien, tout était dans le noir, il y avait trop de fumée. Mes frères, en fait, sont arrivés dans la chambre pour retrouver la protection de nos parents. Yassine a fait semblant de faire le mort, en fait, pour qu'il arrête de tirer. Et donc là, il est parti, s'est retranché dans son appartement. Et c'est là qu'il s'est donné la mort et il s'est suicidé, en fait, dans la nuit même des faits. Je salue le courage de mon frère Yassine, à 11 ans, d'avoir pris son petit frère, de s'être enfermé dans la salle de bain qui donnait côté rue, et crié à l'aide, en fait, à la fenêtre. Ils étaient ensanglantés, ils étaient vraiment très gravement blessés. On a été sauvés par notre voisin Gérard, qui a entendu nos cris en pleine nuit, en fait. Et c'est là que Gérard, après m'avoir sauvée, s'est retrouvé devant l'immeuble avec son échelle pour pouvoir les descendre avec une deuxième personne, Mohamed, qui était un sans-papier. Mes petits frères avaient 6 et 11 ans. Donc Walid avait 6 ans et Yassine avait 11 ans. Moi, j'avais 19 ans. En fait, on est tous des rescapés de cette nuit-là, hein, clairement. On aurait pu y passer, clairement, en fait. Le voisin était connu des services de police dans le quartier. On n'avait pas toutes ces infos, évidemment, à ce moment-là. Il y a des familles qui ont dû quitter l'immeuble à cause de l'enfer qui nous faisait vivre, en fait, qui leur faisait vivre aussi. Et tout le monde en parlait. Il y avait vraiment assez de signaux d'alarme, en fait, pour qu'on puisse agir. L'assassin avait déjà menacé mon père avec une arme. J'avais déjà été agressée physiquement par lui. Il y a eu énormément de plaintes qui ont été déposées. La police venait faire un constat, on faisait un PV, et puis il n'y avait pas de suite. Ça a été mené comme si c'était 2 voisins qui se disputaient, en fait. C'était une petite dispute de voisins banale, alors qu'il avait un passé déjà assez lourd. Il était en possession d'armes. Il y avait quand même assez d'éléments pour réagir. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas pris les choses au sérieux? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas
réagi? C'est une question que je me suis posée pendant plusieurs années. Nous, on le savait parce qu'on le vivait, on savait que c'était dangereux. D'ailleurs, la veille du drame, on a eu cette conversation avec ma mère. On était sur le point d'entamer des démarches pour partir, en fait, comme toutes les autres familles qui ont dû quitter avant. En partie, la police a une responsabilité, mais je pense que c'est la société dans son ensemble. J'ai eu un témoignage d'une voisine de l'immeuble juste à côté de là où on vivait. Et elle est venue me dire, Kenza, on vous a vu souffrir, on vous a vu vous démener dans cette situation pendant des années, et on n'a rien fait. Et elle m'a demandé pardon, en fait, pour ça. Et je pense que ça aussi, c'est... j'ai pas envie de pointer du doigt qui que ce soit ou d'être dans l'accusation, mais c'est une grande question, en fait, aujourd'hui, dans ce monde d'individualisme, dans ce monde dans lequel on vit, où on ne se soucie pas, en fait, de la souffrance des autres. Je pense qu'on a eu connaissance de cette histoire le 7 mai 2002, lors des faits. Ça a été fort médiatisé, on a eu tous les politiques qui sont arrivés chez nous à la maison, il y a eu des funérailles officielles, tout le monde était présent. Je leur ai dit à tous, en fait, vous arrivez trop tard. Nous, on aurait voulu vous voir avant. Ce que j'ai attendu, c'est une certaine reconnaissance des manquements qu'il y a eu, clairement. Donc on a introduit une plainte pour non-assistance à personne en danger. Donc il y a eu un dossier de non-assistance à personne en danger contre X. Et il y a eu une action pour meurtre. Et là, l'action pour meurtre est éteinte puisque l'assassin s'est donné la mort et donc on poursuit personne. Pour l'action non-assistance à personne en danger contre X, il y a eu un non-lieu. Par ça, il y a eu 2 morts. Il y a eu une famille décimée et on estime que chacun a fait son travail, en fait. Mes 2 petits frères qui étaient gravement blessés par balle à ce moment-là ont été pris en charge par l'hôpital. Ils ont pu s'en remettre. Dieu merci, ils ont vraiment eu des blessures assez graves, dont Yacine, par exemple, qui a dû avaler une balle, des cicatrices qu'il porte encore. Hein, Alors, mis à part les cicatrices physiques, c'est surtout les cicatrices psychologiques, en fait. Donc, on a essayé avec la famille et les services sociaux de les entourer, d'essayer de les accompagner comme on pouvait. Je les ai pris en charge au moment où j'en étais capable. Et chacun, on a essayé de les entourer comme on pouvait, en fait. Ça a été des longues années. Ils étaient très jeunes et puis je devais me reconstruire aussi moi-même. Ça a été un long cheminement pour pouvoir se dire, voilà, on va vivre, en fait, une vie sans nos parents. Et ils nous ont laissé un message extraordinaire, en fait, de paix et d'amour. Ils nous ont éduqués pour qu'on puisse honorer tout ce qu'ils ont été pour nous et puis même bien avant, tout ce que nos grands-parents et toute cette génération de parents ont été pour nous. Et je me devais, en fait, d'honorer ça et de ne pas me laisser abattre et de rester debout. J'ai créé la Habiba Ahmed Foundation juste après la période du Covid. J'ai commémoré mes parents chaque 7 mai. Cette date, elle a été marquée pendant plus de 20 ans, chaque année. Et à l'approche des 20 ans, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose à faire qui pourrait encore plus marquer, en fait, parce que malgré qu'on organisait ces commémorations, j'avais vraiment ce sentiment qu'on n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé. Ça me dérangeait un peu, en fait, qu'on me voit seulement en tant que victime. À un moment donné, on est aussi citoyen. On fait partie de cette société et on peut aussi contribuer avec des actions concrètes. La Habiba Ahmed Foundation se base sur un message qui se base sur 3 mots, en fait, 3 termes, qui est la mémoire, la transmission et la paix. La mémoire, parce que se rappeler de ce qui s'est passé, ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Cette histoire, elle a réellement existé. Mes parents ont fait partie de ce monde à un moment donné et on leur a ôté la vie de la manière la plus abjecte. Parler d'eux, de qui ils ont été. Et donc cette question de la mémoire, elle est centrale, en fait, pour les générations qui suivent. Parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de passions, il y a beaucoup... Et donc voilà, il y a un moment donné, il faudra aussi transmettre cette histoire et pour comprendre, en fait, nos propres conditions aujourd'hui. Et de ça découle la paix, en fait. La méconnaissance, l'ignorance, elle mène qu'aux pires violences, en fait. C'est ce qui crée, en fait, cette violence aussi. L'organisation des 20 ans de commémoration, ça a été extraordinaire, en fait. J'avais visualisé cet événement
Et puis on a eu la chance d'être soutenus par des parrains et des marraines extraordinaires, entre autres Dorcy Rugamba, qui est dramaturge rwandais, Gaël Faye, la princesse Esmeralda de Belgique, Fatima Zibou, l'artiste rappeur Silla. Il y a même un comité d'honneur qui remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui ont vraiment compris ce qu'on faisait et qui ont toujours été là. Et puis on a eu la mobilisation des jeunes, et on a vraiment une attention particulière sur l'implication des jeunes. Donc une marche qui avait été organisée, c'était des centaines de personnes de tous bords. Il y a eu vraiment une unité et ce message qui rassemble, en fait, qui a été mis en avant. Et voilà, ça a été un moment de commémoration pour honorer pas seulement Habiba et Ahmed, mais toutes les Habiba et tous les Ahmed. On a 2 projets qui nous tiennent à cœur, qui est une rue et un jardin. Alors, une rue Habiba Ahmed, donc, qui consiste à renommer un tronçon de la rue Van der Linden où a eu lieu le drame. Donc, c'est une action qu'on a entamée il y a quelques années. Et, j'espère qu'elle va aboutir parce que c'est une symbolique. On aborde beaucoup la question de la mémoire et de l'espace public et donc la représentativité dans l'espace public. On s'est demandé, en fait, on parle beaucoup de la diversité de Bruxelles, cosmopolite, plus de 180 nationalités représentées, etc. Mais son espace public, est-ce qu'il est aussi diversifié que sa population et cette société, en fait? Moi, c'est une question qu'on se pose. Pour nous, c'était vraiment une évidence, en fait, de marquer l'espace public par rapport à la mémoire de ce lieu, de toute sa symbolique, et surtout pour perdurer cette mémoire dans l'histoire et faire tout un travail au niveau des jeunes, au niveau des institutions, de l'associatif. L'autre initiative, c'est un jardin, donc ça me reconnecte avec mes origines rurales, la relation qu'on a avec la terre et que mes grands-parents nous ont transmis, en fait, dans les montagnes du Rif au Maroc. Donc c'est là que l'histoire de mes parents a commencé, en fait. Et ça a été très important pour eux qu'on puisse recevoir cette histoire et qu'on puisse la connaître et comprendre cette relation avec la nature et la terre. Et donc c'est comme ça que je me suis dirigée vers la permaculture. Ça a été un élément qui permet de guérir, en fait. Donc, cultiver la terre, c'est aussi cultiver la paix. Et donc, il y a cette citation connue, en fait, de Jeff Lawton qui disait dans un jardin, on peut régler tous les problèmes du monde. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée, c'est à travers du faire ensemble, parce qu'on parle beaucoup de vivre ensemble, mais nous, on prône vraiment le faire ensemble. Donc, nommer une rue, faire ce jardin de la paix et qu'il soit propagé partout, surtout dans les quartiers populaires, parce que c'est vraiment là qu'il y a ce besoin de revenir à la terre, d'inculquer ces valeurs, en fait, aux jeunes surtout, et créer, en fait, cette relation avec les autres, avec des liens très simples. On a conscience que c'est pas simple, qu'on comprend pas les choses très vite dès le départ. Mais moi, je suis très confiante parce que je suis portée par des convictions, en fait. Je sais que des initiatives comme ça, elles ont du sens. La grande question, moi, c'est ce qui m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. C'est que malgré l'horreur, malgré des situations aussi graves, est-ce qu'on peut encore prétendre à vivre normalement? Et j'ai puisé dans tout ce que je pouvais pour pouvoir vraiment continuer et jamais lâcher, en fait. Et je pense que ma foi a une grande place dans ce cheminement, dans cette quête. Ça a donné beaucoup de sens, ça m'a permis de rester debout déjà. Ça n'enlève rien, évidemment, à la tristesse et à l'absence, à ce vide, en fait, qui se crée et qui pourra jamais être comblé, en fait. C'est quelque chose qui est là. On peut pas s'en défaire, en fait. C'est juste là. Et on peut vivre avec. Il y a cette possibilité. J'en suis la preuve vivante. Quand j'essaie de réfléchir à la raison pour laquelle je me suis tellement investie autant d'années, c'est plus de 20 ans, en fait. Plus de 20 ans à chercher des réponses, à questionner les gens, à questionner le monde, à questionner l'humain, en fait. Je me dis, mais en fait, si je fais tout ça, c'est d'abord parce que j'aime mes parents.